de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Secteur des médias, le ministère de la télécommunication, de la communication et du numérique fait le point. 258 médias sont à ce jour déclarés conformes par l'autorité. Le ministère invite également les autres médias à se conformer à la réglementation, notamment le code de la presse, sous peine de subir les sanctions. Liberté de la presse dans le monde, le Sénégal fait un bond en avant de la 94e place. Notre pays passe à la 74e. Reporters sans frontières a présenté également son rapport ce matin en faisant mention des possibles problèmes économiques qui demeurent pour la presse sénégalaise. Ndeye Saly Diop Dian, Amadou Mansour Faye, Ismaël Madior Fall, Moustapha Diop vont donc attendre la décision des députés de l'Assemblée nationale convoqués en séance plénière pour la mise en accusation de ces anciens ministres dans le cadre des fonds force Covid-19. Ndeye Saly Diop Dian se défend bec et ongle. Elle n'a jamais été mêlée de ces histoires de détournement de fonds. Vous aurez l'occasion de l'écouter. Et puis, utilisation des filets dérivants. L'association des pêcheurs de Ouakam dans tous leurs états. Ces derniers interpellent le ministre des Pêches. Selon eux, il est hors de question que leur activité soit menacée par d'autres pêcheurs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Réforme du secteur des médias. Le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique revient à la charge. À ce jour, 258 médias sont conformes. L'autorité estime qu'il est impératif que les patrons de presse se conforment pour éviter les sanctions à la même jusqu'à la fermeture de l'organe de presse. Mamadou Lamine Fati et Moussa Dia pour le compte rendu. Le ministère de la Communication a finalement présenté son rapport sur les réformes des médias au Sénégal. Habibou Dia, directeur de la communication, a donné les grandes lignes de ce document. La plupart des médias, en réalité, pour ne pas être très violents, c'est des médias fantaisistes, c'est des déclarations de médias inexistants. Parce que cela revient également sur le diagnostic que nous avons effectué sur le Fonds d'appui de développement de la presse. Sur les 535 qui en bénéficiaient, on s'est rendu compte que légalement et juridiquement, moins de 30% étaient légalement constitués et existaient. Certaines radios communautaires n'émettaient pas, les fréquences sont attribuées mais les radios n'émettent pas. Certains journaux ne sont jamais parus sur la place publique, c'est des PDF. Certaines télévisions, entre guillemets, on se rend compte que c'est des chaînes YouTube qui se contentent, qui ne produisent même pas en ligne. Et vous le verrez tout à l'heure dans les DNS checkers qu'on a installés pour vérifier les sites web. La plupart des sites web qui se déclarent médias en ligne digitaux, les URL ne sont même pas fonctionnels. Sur plus de 600 médias inscrits sur la plateforme dédiée, seuls 258 sont actuellement en conformité avec la réglementation en vigueur. Plusieurs autres structures sont encore en cours de formalisation. Les dispositions complémentaires pour la presse écrite et la presse en ligne, c'est les dispositions complémentaires sur la conformité de l'enregistrement pour la presse écrite et les dispositions complémentaires sur la conformité de la déclaration pour la presse en ligne. Enfin, il manquait la pièce maîtresse. Je ne parle pas de la loi portant création de l'autorité de régulation qui a également été annoncée et qui est en train d'être prise. Le dernier chapitre, c'est le chapitre des sanctions. Au-delà de cette première phase, d'autres réformes seront entreprises dans le but d'assainir le secteur de la presse. Ces mesures pourront aller jusqu'à des sanctions à l'encontre des médias jugés non conformes. Le Code de la presse énonce plusieurs types de sanctions. Je vais vaguement les énoncer. Il y a des sanctions qui concernent des amendes. Je pense que les amendes vont de 100 à 500 000 francs pour tout directeur ou rédacteur en chef qui ne remplit pas les critères ou pour tout média qui a un rédacteur en chef ou un directeur qui ne remplit pas les critères. Pour assurer la viabilité économique des entreprises de presse, le ministère de la Communication, en collaboration avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, prévoit la mise en place d'un plan de redressement économique destiné à accompagner les acteurs du secteur.
Enfin, les médias non conformes qui le souhaitent ont toujours la possibilité d'entamer une procédure de régularisation afin de se mettre en conformité avec les normes exigées. Mamadou Lamine Fati, parlons également de ce rapport présenté par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse cette année. Le Sénégal, qui était à la 94e place du classement, est passé à la 74e. D'après RSF, les conditions de sécurité des journalistes se sont améliorées avec les nouvelles autorités, mais les problèmes demeurent avec la question de la soutenabilité économique. Elisabeth Grastine. En matière de liberté de la presse, le Sénégal a gagné 20 places. Il est passé de la 94e à la 74e position, dont le dernier classement de Reporters sans frontières. Que le Sénégal est passé de la 94e place en 2024 à la 74e place sur 180 pays. Si on ramène un peu ce classement dans un contexte beaucoup plus africain, on va se rendre compte, vous avez aussi un peu de documentation autour de cela, vous allez vous rendre compte que le Sénégal donc a gagné 20 places par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas mal. L'indicateur économique qui fait partie de la méthodologie de classement de RSF révèle que le Sénégal se trouve dans une situation économique préoccupante. Jeanne a expliqué l'indicateur économique qu'on mesure aussi parmi les indicateurs. Donc il y a au moins 7% de recul au niveau global en termes de tendance. Au Sénégal aussi, les médias ont été impactés et ça a coïncidé avec l'arrivée de nouvelles autorités aussi. En matière de sécurité, une amélioration a été notée par rapport aux années précédentes. Toutefois, une autre forme de menace persiste, notamment les attaques contre les locaux des médias et les cyberattaques. Mais plus récemment, on a vu quelque chose qui est assez nouveau, c'est les tentatives d'attaque contre les locaux. Il y a aussi, en termes de sécurité aussi, et ça interpelle pratiquement les médias, notamment les médias en ligne, l'émergence un peu des attaques assez inédites dans le paysage médiatique, avec CNRM en a été victime, Dakaractu aussi en a été victime. Des attaques de type DDoS, comme on dit, c'est des attaques informatiques. Le Sénégal a connu une progression dans ce nouveau classement, ce qui s'explique par la diminution des arrestations et détentions de journalistes en 2024. Toutefois, la situation reste préoccupante. Et le RSF appelle l'État du Sénégal à soutenir les médias et à engager une large concertation. Elisabeth Grastine, le pacte de stabilité sociale signé par certaines centrales syndicales sous réserve. Ce dernier rappelle au gouvernement leur attente et espère que les engagements seront respectés. Le chef de l'État s'engage de son côté à faire de son possible pour arriver à un résultat satisfaisant pour toutes les parties. Mamadou Lamine Fati. Le pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable a été officiellement remis au président de la République par les centrales syndicales. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à examiner attentivement les préoccupations et doléances exprimées par les syndicats. J'exhorte le ministre chargé du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour élaborer de façon inclusive et à soumettre au Premier ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau pacte. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte. De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte. Pour le secrétaire général du SYNPICS, Moustapha Cissé, l'engagement du président de la République doit se traduire par la résolution effective des difficultés que traverse la presse. Dans un monde où il y a moins d'une semaine, le président lui-même a ouvert la conférence sur l'emploi et l'employabilité. Comment on peut se réveiller du jour au lendemain pour essayer de sursoir au nom d'une régulation, arrêter la diffusion ou l'apparition de 381 médias. C'était un peu une aberration à notre niveau. Non,
Tout le monde sait que la presse est à la croisée des chemins. Il fallait un répondant. Le président a pris ses engagements. Auparavant, il y a 2 heures de temps avant, ils ont signé le pacte de stabilité sociale. Et nous espérons qu'à travers ce pacte de stabilité sociale, le problème de la presse sera résolu. Même si ce ne sera pas résolu à Nantier, il y aura une grande partie qui sera résolue. Ibrahim Sall a pour sa part précisé que la CDSL a signé le pacte social sous réserve, tout en affirmant qu'elle restera vigilante malgré les assurances données par le président Bassirou Diomaye Faye. C'est pourquoi nous ne disons pas qu'après avoir signé le pacte, nous allons nous croiser les bras, nous allons abandonner le mouvement syndical ou tourner le dos aux travailleurs. Au contraire, nous allons être encore plus vigilants pour régler les revendications, pour discuter l'ensemble des problèmes qui se posent au monde du travail. Au total, 34 centrales syndicales ont formulé leur doléance en signant le pacte de stabilité sociale. Certaines l'ayant fait sous réserve. Elles demeurent vigilantes quant à la prise en charge du passif social. Mamadou Lamine Fati, je le disais en titre, l'immunité parlementaire des députés Ndeye Saly Diop Dieng, Moustapha Diop levé. Mais tout d'abord, Ndeye Saly Diop Dieng, la parlementaire et ancienne ministre de la Femme, s'est défendue bec et ongle. Selon elle, les accusations portées contre elle sont fausses. Elle estime avoir été diffamée. Ndeye Saly Diop Dieng donc affirme n'avoir rien à se reprocher. Je vous propose de l'écouter. Face à des accusations fallacieuses de complicité de détournement de deniers publics, je suis devant vous pour éclairer l'opinion nationale sur la réalité d'un dossier de vérification strictement comptable devenu à tort une affaire politique. Les chiffres évoqués, 57 062 000 francs CFA, qui, après rectification des erreurs de calcul, élimination des doublons, s'élèvent en réalité à 44 813 700 francs CFA. Face à cette assemblée, je déclare solennellement, je n'ai été ni complice, ni témoin, ni témoin passif d'un quelconque enrichissement illicite. Ma vie est un livre ouvert, mon patrimoine connu, mon engagement constant. Les faits sont indiscutables. Chers collègues, rappelons les faits. En ma qualité de ministre, et conformément aux orientations du Conseil des ministres du 2 avril 2020, j'ai défini une stratégie humanitaire urgente pour les enfants en situation de rue, mais en place d'un comité d'experts pour garantir la transparence des dépenses, veiller scrupuleusement à l'application des directives présidentielles. Le résultat, 5 089 enfants retirés de la rue, protégés, nourris et rendus à leur chaleur de leur famille. Je suis devant vous, une élue de la République, fière de son intégrité. Je fais confiance en notre justice et à sa capacité de faire triompher la vérité. Honorable représentant du peuple, je vous le dis avec force, il n'y en a eu aucun enrichissement, ni détournement, ni complicité. Il y a eu une action humanitaire menée avec dévouement pour les enfants de notre nation. Et puis l'ancien ministre Moustapha Diop s'est également donc défendu devant l'Assemblée nationale. Moustapha Diop indique que le programme national de confection de masques pour un montant de 2 500 000 000 de francs CFA a été attribué à son département durant la période de la pandémie. Il estime également que ses services ont convenablement géré les fonds en question, même si le seul manquement a été d'avoir effectué des paiements en espèces. Pour lui, il n'y a pas d'irrégularité dans la procédure, dans les décaissements. Je le cite, je suis un ministre de la République, je ne suis pas administrateur de crédit, ni ordonnateur de dépenses, ni même responsable de programme. Il n'y a aucune base pour me poursuivre. Il estime être victime d'acharnement, d'abord dans l'affaire l'opposant à l'ancienne inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, et en ce moment, donc, sur cette histoire des fonds force Covid-19. Les partisans de Farba Ngom continuent, eux, de dénoncer ce qu'ils qualifient d'acharnement contre le député maire des Agnam. Selon eux, le rejet de la demande de liberté provisoire ne se justifie pas. À cela s'ajoute les convocations répétitives des membres de sa famille. Cela doit cesser, disent-ils. Amadou Watt et Barson. Farba Ngom, incarcéré depuis le 27 février 2025, ses proches dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement injustifié à l'encontre du député.
l'honorable député Farba Ngom est injustement dans les liens de la détention. Et jusqu'à ce jour, aucune question ne lui est posée sur les faits reprochés par le juge d'instruction. En réalité, une procédure d'instruction à la commande est enclenchée sur la base d'un rapport de la CENTIF qui n'est pas une juridiction, encore moins un corps de contrôle. Aujourd'hui, les Sénégalais assistent à un pouvoir qui met en prison et va chercher des preuves de culpabilité. Le maire des Agnam se vit refuser sans justification sa caution offerte avant même son mise en dépôt. On le sait, l'article 140 du Code de procédure pénale permet à tout prévenu du délit de détournement de deniers publics de cautionner et de faire valoir son droit à une liberté provisoire. Avant même son inculpation, il a offert de cautionner tout en contestant vigoureusement les faits. Mais sans aucune raison, le juge lui refuse ce cautionnement. D'après eux, l'entourage de Farba Ngom est en train de subir des surveillances constantes, des perquisitions répétées et des intimidations. Pire encore, sa famille est harcelée. En réalité, depuis des mois, sa famille est harcelée, leur maison fouillée, des filatures 24 heures sur 24 et ses enfants traumatisés. Son frère Demba Ngom, commerçant résident à l'étranger depuis 30 ans, est injustement interpellé et poursuivi du délit de blanchiment alors que nul ne lui connaît une relation d'affaires ni avec son frère ni avec l'ancien régime. Ces apéristes exigent la mise en liberté provisoire du député et accusent le pouvoir en place de faire de la justice un instrument de règlement de comptes politiques. Je le disais en titre, l'association des pêcheurs de Ouakam ne sait plus avec quel pied danser entre le désir de voir les filets dérivants interdits et une pénurie de carburant. Les membres de la dite association sont inquiets de leur avenir et même de l'avenir de leur profession. Ils interpellent le ministre des Pêches. Selon eux, des solutions doivent être trouvées et vite. Satou Diba et Seleman Diallo. Plage de Ouakam, la tension monte. Les pêcheurs traditionnels se sont réunis pour dénoncer l'utilisation croissante des filets monofilaments, une pratique qu'ils jugent destructrice et contraire à une pêche durable. Le responsable de la plage de Ouakam demande l'arrêt immédiat de cette utilisation. Donc c'est le ministre, ce qu'il a dit, il n'a pas directement osé sur le trou, mais il a brossé. Ce qu'il fallait dire, les filets dormants, ce sont les filets dormants qui nous endommagent nos filets, les dérivants. Et ce n'est pas normal. Je demande à l'État du Sénégal qu'il fasse un arbitrage entre deux Sénégalais. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que les filets dérivants ne viennent plus à Ouakam. Ils ne viennent plus à Ouakam. Vraiment, nous sommes trop fatigués. On n'a plus de matériel pour aller à la pêche. Et c'est grave. En tant que jeunes, des jeunes qui viennent juste de marier. Même son de cloche chez Gorosen, gestionnaire du quai de pêche. Il exhorte le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires à prendre des mesures fermes. Ce qu'on propose actuellement, le ministère actuellement qui est là pour le secteur de la pêche, il faut qu'il prenne des mesures sur ça pour faire travailler tous les acteurs de la pêche. Parce que ce n'est pas un domaine seul qui peut faire son travail comme s'il veut et il fait empêcher les autres de faire ce qu'on doit faire. Ça, c'est impossible. Parce qu'actuellement, ce qu'on vit ici à Ouakam, ils nous ont tout fait perdre. Tous nos matériels est actuellement dans la mer à cause des filets dérivants. Ce n'est pas normal.
Au-delà des filets, Adama Sall évoque une autre difficulté majeure, la pénurie de carburant qui freine leur activité et aggrave la précarité des artisans. Le carburant, c'est l'État. On ne sait pas où se trouve le mal. Franchement parler, on ne le sait pas. Mais sans carburant, les pêcheurs ne peuvent pas aller à la pêche sans de carburant. Mais c'est un pêcheur qui fait 80 km. Il faut minimum 300 à 200 000 francs d'essence. Mais il y a 4 stations qui sont là à la place de Ouakam. Il n'y a pas une demi-litre d'essence. Et c'est grave. L'État qui devait nous parler de ce qui se passe, qui nous dit ce qui se passe par rapport à l'essence. Entre préoccupations environnementales et réalités économiques, les pêcheurs de Ouakam attendent désormais des actes forts de la part des autorités sénégalaises pour protéger leur métier et leur écosystème. Les artisans, l'association des artisans poids lourds du Sénégal, nouvelle vision officiellement lancée, objectif regrouper les acteurs qui s'activent dans les différents domaines liés au poids lourd. Les artisans veulent désormais parler d'une seule voix et plaider ensemble pour la prise en charge de leurs préoccupations. Voici les explications de Djilo Mbaké. Il est le président de l'association des artisans poids lourds du Sénégal. Il est ici au micro de Babacar Seck. Vous savez mieux comment les mécaniciens poids lourds souffrent beaucoup. Nous sommes confrontés à plusieurs blocages. En première, je peux citer le plus ressenti, c'est un problème de chute. Récemment, le déguerpissement sur la RN1 nous a causé d'énormes difficultés. Nous sommes d'accord avec ce régime qui prône le Djubandi et nous sommes aussi en phase avec les nouvelles autorités et prêts à leur accompagner dans cet élan. Nous proposons aussi aux autorités de recevoir la convention qui est en vigueur des mécaniciens dans les entreprises qui souffrent aussi par leur salaire et leurs conditions de travail. Et nous avons aussi des difficultés, comme problème de financement, de formation par l'évolution de la nouvelle technologie. Nous lançons aussi un partenariat avec les écoles de formation en mécanique qui nous permettra mieux à nous adapter. 3. Une site de recasement. 4. Si la DER peut nous appuyer pour des financements aussi, pour ne plus causer des occupations, les passages piétons, ne plus encombrer la voie publique. Dakar, Médina Gounass, les autorités sanitaires font le point. Depuis le début, plus de 4000 personnes ont été consultées. Il y a eu également 13 évacuations du centre de santé de Médina Gounass vers Tambacounda et Kolda. Je vous propose de suivre des explications du médecin-chef du district de Vélingara, Dr Omar Sané. Il est interrogé par notre envoyé spécial à Médina Gounass, Hussein Sow. À travers cette évaluation, nous avons constaté que nous sommes sur la bonne voie. Il y a le secteur de la santé, le secteur des sapeurs-pompiers et le secteur de la sous-brigade d'hygiène. Pour ce qui concerne les personnes consultées, au total, pour le secteur de la santé, nous avons eu à consulter 4510 personnes. Et nous avons eu à évacuer du site vers le centre de santé 13 évacuations, du centre de santé vers Tamba 5 évacuations, et une évacuation vers Kolda. Chaque année, nous mettons un dispositif qui couvre tous les différents axes qui mènent au DAC. Si vous voyez, il y a une équipe qui est mise en place. Au niveau de l'axe Diaobé-Vélingara aussi, il y a des équipes juste pour faciliter la prise en charge des accidents qui surviennent au niveau de ces axes. Au lieu d'attendre une ambulance qui va être affectée à partir de Médina Gounass, donc on mobilise ces ambulances qui sont au niveau des axes qui vont transporter le malade. On a déployé une centaine d'agents de santé. Et il faut savoir qu'il y a eu des médecins, il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes au niveau de la cité de Médina Gounass. Au niveau du Dakar, ce n'est pas des maladies organisellement. Il y a la fatigue, il y a le stress. Donc nous avons pris le soin de mettre des assistants sociaux pour accompagner ces personnes. Vous savez, le Dakar, c'est un événement international. Hein? Donc les autres problèmes, c'est les conditions de vie des agents au niveau du site. Parce que vous savez qu'il fait très chaud, donc être dans des bâches, si ce n'est pas très bien climatisé, ça peut aussi créer une déshydratation. Pendant le Dakar, tous les soins sont gratuits. Que ce soit la consultation, les médicaments, les évacuations, tout est gratuit.
Et puis en mode sport dans cette édition, préparatif des JOJ, les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le centre de loisirs, d'animation culturelle et sportive a initié un tournoi sportif dédié à la promotion du futsal chez les filles. 8 équipes de la région de Dakar vont participer au tournoi. Le jardin public de Rufisque va accueillir la compétition. Je vous propose de suivre les explications d'Al-Fousseinou Badji. Il est le directeur technique de CLAX. Il est ici au micro de Babacar Seck. Nous sommes là pour les jeunes filles parce qu'on veut développer le football féminin au niveau de Rufisque. Et nous l'avons démarré un peu plus longtemps depuis lors. Les gens s'efforcent chaque jour pour que au moins ce football soit développé. On a essayé de voir comment le faire avec l'appui du préfet. Nous avons réussi quand même à organiser cette journée que nous avons senti déjà une réussite. Parce que la présidente du préfet nous encourage encore à mieux travailler. Je pense qu'il y a des valeurs sûres. La jeunesse est là pour ça. Nous ferons tout pour le pousser quand même à mieux travailler pour que le sport soit bien développé. Il y a 8 équipes dans la région. On a invité les meilleures équipes de la région. Je pense qu'on a 8 équipes, 2 poules de 4. Et les demi-finales se joueront après le championnat. Et dans le cadre des Jeux des Olympiques que nous avons pu organiser, on a dit qu'il faut d'abord se préparer en attendant qu'on ne peut pas attendre le jeu pour pouvoir se préparer. Et puis retenez également que la CAN U20, le Sénégal, tenant du titre, a été donc tenu en échec par la République centrafricaine. Score final 1 but partout. Les Lionceaux ont donc démarré ce tournoi avec un match nul. Retenez également que le Sénégal jouait, mais sur notre tableau, il s'agit de la Coupe du Monde Beach Soccer. Cette fois-ci, les Lions se sont imposés 4 buts à 1 devant l'équipe d'Espagne. 4 buts à 1 pour le Sénégal devant l'Espagne. Aloussène Ndiaye, gardien de l'équipe nationale du Sénégal, a été donc élu homme du match. Le Sénégal démarre très bien sa campagne de Coupe du Monde de Beach Soccer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission, l'invité de la rédaction. Au revoir.